Je ne sais si vous apprécierez que l'on vous introduise comme cela aujourd'hui, Jean Jouzel, Seigneur Météo. Vous détestez que l'on vous invite chaque fois, évidemment, pour parler de la météo. Quand ça va mal. Mais pour parler du climat. Mais oui, parce que non, mais en même temps, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Le succès, au fond, de votre combat, de la manière dont vous avez fait prendre conscience aux gens que le climat, c'était important, vous fait de fait devenir aussi une sorte de monsieur météo pour nous expliquer pourquoi il n'y a plus de saison. Cela dit, quand on dit qu'il n'y a plus de saison, vous qui comptez par billions d'années, ça a du sens, cette réflexion-là, ou ça n'en a pas du tout ? Oui, quand même. Sylvain a tout dit. Merci à Sylvain pour cette introduction, quand même. Il a tout dit, oui, quand même. Disons, on a quand même un printemps quand même assez pourri. Il faut l'admettre, donc ça veut quand même dire quelque chose, oui. On a eu des printemps beaucoup plus agréables, mais dans ma jeunesse, moi, le souvenir des années 60, c'était encore plus terrible. Donc des printemps très froids, donc il faut... Mais bien sûr que le temps est important, pour moi aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que le temps de tous les jours, on ne peut pas réussir à avoir une bonne notion du climat planétaire simplement en étant dans notre bulle, ici, avec un magnifique ciel bleu ce matin. Il faut regarder, disons, sur des temps plus longs, à l'échelle planétaire, et regarder beaucoup tout ce qui nous entoure. C'est ce qu'on essaye de faire. Le climatologue est un peu différent. Alors, au cas où le climatologue que vous êtes, je rappelle, glaciologue, climatologue, membre du GIEC, chercheur au laboratoire du climat et de l'environnement au CEA de Saclay, au cas où le climatologue et le savant que vous êtes n'auraient pas souhaité jouer ce jeu du météorologue pour ce premier quart d'heure, nous sommes adressés à un vrai professionnel de la profession, bien connu des auditeurs de Radio France, sur France Info, France Inter, Jacques Kessler et Marie Casabon. Il lui a demandé ce qu'il fallait penser de ce temps de M. Au cours de ma carrière, j'ai quand même souvent entendu des gens se plaindre du froid, du trop chaud, du trop humide, du trop sec. Donc ça, c'est assez habituel. Et au printemps, de toute manière, la variabilité d'une année à l'autre est importante. Et elle a toujours été. Alors, je n'ai pas les archives sous les yeux, mais je suis pratiquement sûr qu'on doit pouvoir trouver dans le passé des mois de mai aussi froids. On a peut-être un peu trop tendance actuellement à considérer le réchauffement climatique comme le bouc émissaire de tout ce qui se passe en météo. Il faut un responsable, voilà, on l'a trouvé. En réalité, on n'a pas vraiment d'explication sur des situations comme actuellement le froid persistant ou la canicule de 2003. Voilà, Jacques Kessler, joué par Marie Casabon, c'est-à-dire pour tous ces fans qu'il prend sa retraite au mois de juillet 2013. Alors, le météorologue se fait climatologue. À vous, monsieur le climatologue, de vous faire un peu météorologue. Non, puisqu'après tout, vous avez sensibilisé les opinions là-dessus. Encore une fois, je disais, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Est-ce qu'il faut expliquer ou pas, malgré tout ce temps, effectivement, qui n'en finit pas d'être mauvais sur les 3/4 de la France, à la question humaine du changement climatique et du poids de l'homme sur le changement climatique, ou est-ce que là encore, c'est une question qui est à côté? Jean Jouzel. Oui, merci Marc. D'où ça viendrait? Expliquez-nous un peu. Non, je ne crois pas. Effectivement, il y a eu une hypothèse il y a quelques années, 2 ou 3 ans, par Petukhov, qui disait que c'est, disons, l'hiver rigoureux et un peu le printemps pourri probablement, pouvaient être liés au réchauffement climatique à travers la fonte des glaces polaires. Mais ça, c'est vraiment une hypothèse qui n'a pas été confirmée. Globalement, on n'établit pas de lien entre ce printemps pourri et le réchauffement climatique. La France a enregistré 20% d'ensoleillement en moins que la normale. Oui. Et cet hiver, ça a été pareil, un hiver avec très peu de soleil, et il nous manque, c'est vrai que ça pèse, mais disons globalement quand même, on a une série d'hivers assez rigoureux au cours des dernières années. C'est quand même lié à Alors on observe que l'oscillation nord-atlantique est plutôt faible. C'est une oscillation tout à fait normale avec un rythme de... Qu'est-ce que c'est donc que cette oscillation? C'est une oscillation qui est caractérisée par la différence de pression entre les Açores et l'Islande. Donc cette différence de pression, si elle est faible, ça effectivement favorise la pénétration des perturbations océaniques dans nos régions. Si elle est forte, au contraire, ça les envoie plus au nord. Mais c'est une oscillation tout à fait naturelle qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. On ne sait pas si elle est modifiée par le réchauffement climatique, mais c'est des choses qu'on a vécues. Mais ça veut donc dire que les prévisions que vous faites, au fond, sur l'action de l'homme qui va modifier le climat dans une échelle, on va dire, de 50 ou 100 ans, pourquoi n'aurait-elle pas déjà commencé, au fond? Et pourquoi on ne serait pas déjà dans une phase où, après tout, avec l'ère industrielle d'il y a 150 ans, on n'en connaîtrait pas aujourd'hui les effets? Est-ce qu'éventuellement, là, on tiendrait quelque chose, ou est-ce que là aussi c'est trop compliqué? Oui, non, bien sûr. Non, nous sommes très clairs. Pour nous...
nous sommes déjà presque certainement dans un monde dont nous modifions le climat. Ça, c'est très clair. Le réchauffement des 50 dernières années, qui est très rapide, très marqué, même s'il y a un plateau au cours des 10 dernières années, est très probablement déjà lié aux activités humaines. Mais de là à dire que le printemps pourri que nous avons en France est lié aux activités humaines, on ne peut pas franchir ce pas. D'ailleurs, je reviens... Aujourd'hui, ça dément tout. Oui, c'est le premier jour où il voilà, fait... donc c'est pas pareil. Non, et puis j'étais en Russie la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, il faisait un temps magnifique, 28 degrés ou 30 degrés à Moscou. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que l'échelle planétaire, actuellement, les 4 premiers mois de 2013 ont été des mois chauds à l'échelle planétaire. Ils ne le sont pas en France. Est-ce qu'il y a aussi, alors, si on ne peut pas forcément expliquer les variations météorologiques, est-ce qu'il en est autrement pour ce qu'on appelle les catastrophes, les cataclysmes, les cyclones, ce qui s'est passé aux États-Unis récemment? Là aussi, beaucoup de prudence dans, par exemple, Sandy, l'attribution de Sandy au réchauffement climatique, mais nous attendons, nous avons au niveau du GIEC publié un rapport sur les événements extrêmes il y a maintenant 2 ans. Eh bien, nous attendons dans un climat qui va se réchauffer sous... disons, à cause de nos activités, nous attendons des extrêmes plus intenses, plus fréquents, des sécheresses plus importantes, par exemple dans le sud de la France, surtout le pourtour méditerranéen, des canicules plus fréquentes. Dans un monde, disons, on a quand même tous en mémoire la canicule de 2003, eh bien celle-ci risque de se reproduire pratiquement une année sur 2 à partir de 2050, si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Des extrêmes climatiques, plus d'inondations, on voit déjà des précipitations plus intenses, c'est-à-dire que la même quantité de pluie tombe sur une période un peu plus courte. Donc ce sont des choses qui sont en route. On a beaucoup de prudence quand même, mais pour les grands cyclones, il y a un risque que l'intensité des cyclones les plus intenses devienne encore plus intense et donc plus destructeur. On dit que les côtes sont de plus en plus grignotées par la mer. Ça, c'est un effet ? C'est clairement, pour moi, c'est l'effet le plus marquant du réchauffement climatique. D'abord, une partie de New York disparaîtra, mais dans un horizon très proche, dans 50-100 ans. Enfin, une partie. Oui, disons 50-100 ans, c'est de l'ordre de 50 cm, voire jusqu'à 1 mètre, mais probablement, disons même 50 cm, c'est quelque chose qui touchera beaucoup les côtes de certains pays, y compris d'ailleurs un peu en France. 50 cm, ce sont plus de 200 millions d'habitants qui doivent déménager de l'endroit où ils vivent. Donc c'est quelque chose. Et ce que nous a enseigné Sandy, dont je redis qu'on n'attribue pas au réchauffement climatique, c'est un peu la vanité des hommes. C'est-à-dire on voit que c'est très très difficile de protéger New York contre des cyclones aussi intenses, aussi destructeurs, et il n'était pas forcément très intense, il a été long, voilà, donc ce risque il est là, et cette idée qu'on peut protéger New York contre tout, et je crois assez vaine, donc il faut bien penser aussi à un monde où on ne pourra pas s'adapter à tout, c'est bien ça le problème, et l'élévation du niveau de la mer est marquante à double titre. D'abord, elle se poursuit et c'est vraiment un indicateur très clair du réchauffement climatique, 3 mm par an en moyenne au cours des 10 dernières années, un peu moins, mais c'est quelque chose lié à la fois à la fonte des glaciers, au réchauffement de l'océan lui-même qui se traduit par une expansion thermique, une légère dilatation, et là on a vraiment quelque chose qui est important. Nous sommes sur un rythme de 3 mm par an qui devrait s'accélérer d'ici la fin du siècle. C'est le sujet le plus important, selon vous, qu'il faut traiter? C'est le sujet le plus important, surtout si on regarde à long terme. Enfin, c'est le sujet, je veux dire, c'est un point qui est vraiment pour moi un souci, parce que même si nous arrivons à stabiliser le climat et, disons, nous essayons, par exemple en France, nous discuterons de la transition énergétique. On aura toute la deuxième partie pour rentrer dans le détail. Mais ça c'est certainement cette idée d'aller vers une société sobre en carbone est tout à fait indispensable. Mais on n'est quand même pas au bout du chemin. Donc il faut à la fois lutter contre le réchauffement climatique, s'y adapter. C'est cela la difficulté. Alors la difficulté, est-ce qu'elle ne devient pas aussi d'un paradoxe qui est assez, on pourrait dire presque amusant si on est optimiste, c'est que cette météo pourrie là, a entraîné du coup une surconsommation de chauffage et énergétique par rapport à l'habitude. La consommation d'électricité a été supérieure de 5% par rapport à une année normale à cause du mauvais temps. Donc c'est sans fin cette histoire. Oui, c'est sans fin. À l'inverse, on pourrait aussi penser que le réchauffement climatique des hivers plus doux, parce que les hivers se réchauffent en moyenne en France, les printemps se réchauffent. Jacques Kessler l'a dit, nous ne sommes pas dans un, disons,
bon, c'est pas un printemps normal, mais c'est pas non plus un printemps, disons exceptionnel, mais pas extraordinaire. Voilà, donc nous sommes dans cette démarche, et les printemps plus chauds, les hivers plus chauds devraient se traduire par moins de chauffage électrique. Un des problèmes de la France aussi, c'est que beaucoup du chauffage, nous sommes pieds et poings liés à notre chauffage électrique un peu trop en France. Ça, c'est aussi un point dont nous pourrions discuter. Au nucléaire, vous voulez dire, pour le dire clairement ? Pas forcément au nucléaire, j'espère que... je pense que nous aurons aussi à l'avenir, je crois, un développement des renouvelables pour l'électricité, mais le fait que le chauffage électrique s'est beaucoup développé en France, effectivement, et c'est là qu'on ressent, est un peu, n'est pas ce qu'on observe dans tous les pays européens. Donc l'électricité, il y a plus de liens entre électricité, chauffage et électricité que dans d'autres pays en France. Alors, tout occupé à regarder la couleur du ciel et les bonds de la grenouille dans son bocal, une information est passée relativement inaperçue qui date du 9 mai dernier. Pour la première fois depuis le début des mesures de concentration de gaz carbonique au sommet du volcan Mauna Loa, la barre des 400 ppm, parties par million de molécules d'air hors vapeur d'eau, a été franchie. Vous nous décryptez cette information ? Oui, 400 parties par million, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous prenez l'atmosphère, le gaz carbonique, 400 parties. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 200 ans, il n'y en avait que 280. Une augmentation de plus de 40%. Mais 400, c'est dangereux ? Alors, c'est dangereux, en ce sens, ce n'est pas dangereux du tout pour la vie humaine. Au contraire, le gaz carbonique participe à la vie, à la vie de l'océan, à notre propre vie, à la vie de la végétation. Donc ça, il n'y a aucune crainte de ce côté-là. C'est dangereux parce que ça veut quand même dire que nous n'avons plus beaucoup de droits à émettre de gaz carbonique d'ici la fin du siècle si nous voulons éviter un réchauffement qui n'excède pas 2 degrés. C'est bien ça le problème. 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Vous allez nous dire qu'il n'y a pas de réchauffé. Attendez. Bon, allez, je ménagerai mes effets si vous le voulez bien. Mais d'abord, je vais vous citer des phrases que j'ai relevées sur Facebook parce qu'elles m'ont bien fait rire. C'est la première fois que l'on passe directement du printemps à l'automne, écrit l'un de mes amis humoristes sur Facebook. Quand il fait trop chaud, c'est à cause du réchauffement climatique. Quand il fait glacial, c'est le réchauffement climatique qui a atteint un nouveau seuil de gravité. Prochaine étape d'aggravation du réchauffement, le retour aux normales saisonnières. Là, ce sera vraiment très très grave, écrit un autre. Ce mois de mai en Europe est anormalement froid. Est-ce suffisant pour décider que la planète risque non pas un réchauffement, mais un refroidissement climatique, une nouvelle ère glaciaire, comme on nous en menaçait? D'excellents esprits le faisaient en tous les cas dans les années 70. En tout cas, les médias, qui consacraient de terrifiants reportages au réchauffement climatique en 2008 et 2009, se montrent beaucoup plus prudents ces jours-ci. L'expression « réchauffement climatique » a d'ailleurs fait place à celle de « dérèglement climatique » d'un emploi, vous en conviendrez, beaucoup plus souple. Alors, il y a les faits et il y a leur interprétation. Les faits, c'est que la température du globe qui va indéniablement augmenter à partir des années 80 du XXe siècle, après d'autres phases de progression coïncidant, c'est vrai, avec la révolution industrielle, eh bien, ce réchauffement a cessé de progresser depuis une quinzaine d'années. Alors même que l'humanité a ajouté durant cette période 100 milliards de tonnes de carbone supplémentaires dans l'atmosphère, une progression spectaculaire équivalent à un quart de ce que nous avons rejeté depuis les tout débuts de la révolution industrielle. Les émissions d'oxyde de carbone dans l'atmosphère ont augmenté de 50% entre 1997 et 2012, et pourtant pas de réchauffement durant ce laps de temps. Alors c'est bien la preuve que les prévisions du GIEC étaient fausses, clament déjà les climato-sceptiques qui sont plus nombreux qu'on le croit. Pas du tout, il s'agit seulement d'un plateau dont nous ignorons la cause, rétorquent les réchauffistes du GIEC. Ainsi, Lord Stern, auteur du fameux rapport, admet que oui, la température est restée stable, c'est ce qu'il déclare dans la presse britannique ce week-end, flat, la température est restée stable durant la dernière décennie. Il attribue, Lord Stern, le phénomène qui pourrait être à une moindre activité du Soleil et au blocage de ses rayons dans certaines parties de la planète sous l'effet de la pollution. Mais en réalité, personne ne sait expliquer un phénomène qui déjoue provisoirement sans doute les prévisions du GIEC et devrait l'amener à réviser à la baisse ces prévisions de réchauffement. Reste le fait que les températures en ce début du XXe siècle restent supérieures de près d'1 degré Celsius à ce qu'elles étaient au début du XXe siècle.
Alors, faut-il retourner au business as usual et faire comme s'il s'était agi d'une fausse alerte ? Certainement pas. Car si la rhétorique réchauffiste était exagérément alarmiste, les politiques mises en œuvre pour tenter d'enrayer le très probable réchauffement de la planète sous l'effet des pollutions engendrées par l'activité humaine, ces politiques, elles, contrastent par leur grande et grave insuffisance. Le protocole de Kyoto n'a nullement empêché, on le voit, la poursuite de l'émission croissante de gaz à effet de serre et les négociations sur le climat de Copenhague ont échoué, comme on s'en souvient, en 2009. Mais de bons esprits estiment qu'il faut prendre acte de notre échec collectif à convaincre en particulier les nouveaux émergents, la Chine est devenue le principal pollueur du monde, et se préparer à affronter un réchauffement désormais inéluctable, même si, une fois encore, il sera probablement revu à la baisse, ce qui est tout de même une bonne nouvelle. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Alors, Jean Jouzel, dérèglement ou réchauffement ? Je me plais toujours à dire réchauffement. Merci d'abord de cette excellente chronique, très exacte, je ne répète pas. Oui, moi je parle toujours de réchauffement. Le problème, c'est que, disons tout d'abord, les projections du GIEC ne reposent pas sur l'observation année après année des variations du climat. Elles reposent sur, c'est pas simplement une extrapolation de ce que l'on observe, elles reposent sur la physique du système, sur le fait que l'augmentation de l'effet de serre, de façon indéniable, conduit à une accumulation de chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Et je vous assure, si vous chauffez un milieu, il faut trouver des mécanismes de compensation pour que ce milieu ne se réchauffe pas. Et c'est bien ce à quoi on fait face. C'est bien ça d'abord le réchauffement climatique. Alors des points par rapport à, bien sûr, tout à fait exact, Brice, mais des points que je voudrais citer. Un premier point, bien sûr, le CO2 a augmenté très rapidement au cours des dernières années, mais on a toujours dit qu'il y a un décalage entre l'augmentation du CO2 et le réchauffement de température. Ça, on a toujours dit ça et ça reste vrai. Il y a une inertie du système qui fait que ce ne sont pas forcément les 10 dernières années que l'on voit directement dans ce qui se passe. Ensuite, même si dans un monde où le gaz à effet de serre, où l'effet de serre augmente de façon linéaire, ou enfin de façon année après année, ce qui est le cas, eh bien on ne s'attend pas à ce que le climat se réchauffe année après année. Et surtout, ce qu'on oublie actuellement quand même, le réchauffement, ce n'est pas que la température moyenne de la planète. On peut aussi vous citer l'élévation du niveau de la mer, pratiquement 3 mm par an, avec vraiment 2 indicateurs du réchauffement climatique, la fonte des glaciers, depuis, y compris glaciers tempérés, mais aussi depuis une vingtaine d'années, le Groenland, l'Antarctique de l'Ouest, et en fait, l'expansion thermique, la dilatation des océans. Et ce qu'on observe aussi actuellement, c'est quand même que cette chaleur qui ne conduit pas à une augmentation disons à l'intérieur des 10 dernières années du réchauffement, eh bien, a tendance à aller dans l'océan de façon plus rapide que nous le pensions. Disons, globalement, l'énergie accumulée est toujours la même, simplement elle se répartit différemment. Et vous avez raison, on ne peut pas dire de façon certaine vers quoi on va. On est peut-être plus dans disons, ce qu'on appelle la sensibilité du climat, dans une valeur basse, quand on tient compte de ce qui se passe, mais ce n'est pas du tout une raison pour baisser la garde, car les projections à long terme, elles, restent tout à fait correctes. Brice. Mais vous maintenez donc que l'information que je donne et qui est peu donnée, qu'au cours des 15 dernières années, nous n'avons observé aucune élévation de la température du globe. Pourquoi cette information est-elle si rarement donnée ? Ah non, je crois qu'elle est donnée... Si vous prenez, par exemple, Luc Ferry se plaît à dire que nous avions eu une discussion, c'est dans un livre de chez Odile Jacob, au Conseil d'analyse de la société, dans lequel, dès l'an dernier, j'avais fait état de cela, et je crois, c'est quand même plus ces 10 dernières années que les 15 dernières, parce que 98, c'est une année exceptionnelle avec un Niño exceptionnel. Vraiment, les 10 dernières années... Depuis 98 qu'il y a un plateau. Alors, pour vous, c'est un plateau. Oui, c'est un plateau. C'est-à-dire qu'on va remonter après. Oui, je crois. Oui, bien sûr. J'ai aussi dit que si nous ne remontions pas d'ici, j'avais dit une quinzaine d'années, mais c'était 2-3 ans, disons, si nous ne remontons pas d'ici début des années 2020-2025, on se posera vraiment des questions. Mais d'ici là, si les autres indices continuent à indiquer un réchauffement, la fonte des glaces dans l'Arctique, je crois qu'il faut rester tout à fait... Enfin, moi, je reste très confiant dans la projection du GIEC. Juste un petit mot. Question très simple. Pourquoi les glaciers fondent-ils ? Pourquoi les glaciers fondent-ils ? Parce que largement à travers le réchauffement. Disons que les glaciers, alors c'est un peu différent. Les glaciers tempérés, disons les précipitations à la fois et la température jouent. Mais clairement, les températures d'été ont joué sur la fonte des glaciers tempérés comme ceux des Alpes. Au Groenland, c'est un peu différent. L'accélération s'est produite. Il y a une accélération de l'écoulement des glaciers des régions côtières. Ces grands glaciers qui amènent les glaces depuis le cœur du Groenland jusque dans l'Atlantique Nord. Et pratiquement leur vitesse d'écoulement a été multipliée par 2, par
3 depuis une vingtaine d'années. Et puis il y a une fonte dans les régions côtières qui est assez anormale. En Antarctique de l'Ouest, il n'y a pas de fonte, c'est simplement aussi que les plateformes de glace ont eu tendance à disparaître et ça libère un peu les contraintes derrière, si bien que là aussi les glaciers contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Donc les phénomènes peuvent être un peu différents d'un point à l'autre, et surtout un point qu'il faut redire, c'est que l'extension de la banquise ne joue pas sur le niveau de la mer, et c'est elle qui est le principal indicateur. 2 fois moins de banquise dans l'Arctique en septembre dernier qu'il y a une vingtaine d'années. Et pourquoi le Mont Blanc est-il important à observer? On a vu là que le 22 mai à Grenoble, il y a un atlas en ligne du Mont Blanc qui scrute l'impact du changement climatique. Oui, parce que le Mont Blanc, parce que c'est chez nous. Oui. Vous savez, les Suisses iront voir plutôt le Mont Rose, ou les Italiens aussi iront voir d'autres. Le Mont Blanc est symbolique pour nous. C'est aussi et puis tous les glaciers du Mont Blanc, donc on les regarde. C'est un des problèmes qui a été redit hier dans un journal qui a fait une chronique très importante sur le changement climatique en France. C'est le journal du dimanche. Voilà, le journal du dimanche, bien sûr. Donc c'est quand même clair que nous sommes sensibles à ce qui va se passer en France, et ce qui va se passer en France, disons, dans les prochaines décennies, ce n'est pas rien. Oui, notamment, il y a une carte sur les phénomènes climatiques prévisibles, sur notamment les montagnes, réduction de la superficie des domaines skiables, donc conséquence, affaiblissement du tourisme, risque naturel accru, inondations, avalanches, glissement de terrain. Et bon, il y a toute une carte ainsi qui répertorie les grandes villes, les montagnes, les littoraux, les fleuves, et notamment aussi la question du sud de la Loire. Alors, des questions sont nombreuses. Bonjour Stéphane Rosès. Oui. Vous savez que vous avez un truc dans l'oreille, là. Oui, absolument, mais il n'y a pas de son qui sort, donc je suis branché avec mes propres neurones. Ne vous inquiétez pas, et justement, je vais essayer d'en faire la démonstration. Jean Jouzel, vous êtes un scientifique. La chronique de Marc Voinchet montre qu'il peut y avoir débat entre scientifiques, et le débat... De Brice Couturier, vous voulez dire, donc. Oui. Et Brice Couturier, la chronique de Brice Couturier. Et tout va bien, le réchauffement suit son cours. Il ne suivait donc pas. Si, je suivais, je vais essayer d'en faire la démonstration. Donc Brice Couturier nous montre à quel point sur la question du réchauffement climatique, il y a, et c'est bien normal, discussion entre scientifiques, et en même temps, le sujet est tellement décisif que, évidemment, c'est un sujet de société, c'est un sujet politique, on y reviendra sans doute tout à l'heure sur le débat de la transition énergétique. Mais une première réflexion, est-ce que vous n'êtes pas frappé qu'il y a un hiatus entre ce débat entre scientifiques et un débat de fond et l'attitude de l'opinion publique qui irait plutôt dans votre sens? Or, l'opinion publique, elle a peu de choses à connaître et à savoir de ces questions-là. Quelle est selon vous l'explication qui fait que spontanément, dans les pays occidentaux, les anciennes puissances, l'opinion publique est plutôt de votre côté autour de l'idée qu'il y aurait un réchauffement climatique, alors que les opinions publiques des pays en développement émergents sont assez peu intéressées par toutes ces questions qui nous polarisent? Économie. Comment expliquer? Non, parce que, peut-être aussi que, disons, la communauté scientifique est plus présente vis-à-vis du grand public dans des pays comme la France, l'Europe de l'Ouest. Je pense aux États-Unis. Aux États-Unis, la question du climat est largement sortie des agendas politiques. Oui, mais c'est très fortement politisé. Disons, il y a une coupure qu'on n'a pas en France politiquement, c'est clair, il y a une coupure entre le parti républicain, ceux qui se disent républicains, sans parler du Tea Party, et puis les démocrates vis-à-vis du réchauffement climatique, qui en fait un véritable objet politique, mais plus du tout un objet scientifique. Donc on peut discuter de cela, mais quand on va vers la communauté scientifique américaine, que nous côtoyons évidemment dans toutes les réunions internationales, il n'y a pas vraiment une feuille de papier entre ce que dit la communauté scientifique américaine et ce que dit la communauté scientifique dans nos régions. Donc, vous étiez rassuré, juste un mot, vous avez eu cette étude qu'on a citée dans les matins il y a quelques temps, une étude américaine justement qui dit qu'au fond, je crois qu'il y a 97,9% de scientifiques qui sont d'accord sur le constat du GIEC, en l'occurrence. Alors, maintenant, Stéphane a posé pourquoi dans les pays en voie de développement on est moins présent. Ils ont aussi encore de façon plus criante que nous d'autres problèmes à résoudre en tête. Je crois que c'est peut-être cela aussi. Et Stéphane. Est-ce qu'on ne peut pas émettre l'hypothèse, et j'étais très intéressé par la chronique de Sylvain Kahn, est-ce qu'on ne peut pas émettre l'hypothèse que dans les pays occidentaux traditionnels, le nouveau cours du capitalisme faisant que les individus n'arrivent plus à se projeter dans un avenir meilleur, ils vont chercher dans la crainte messianique d'un problème avec la planète une façon à bon droit de reprendre
la main sur un destin qui leur échappe au nom de l'égale créance sur la terre à venir pour essayer à bon droit de repenser et de remaîtriser une croissance et un développement qui échappent. Jean Jouzel. Allez-y, je vous en prie. Non, je dis toujours que c'est la signification du prix Nobel de la paix qu'a eu le GIEC. Voilà. Je veux dire, effectivement, ce prix Nobel de la paix veut simplement dire que ça peut être aussi une chance pour l'humanité de reprendre son destin, une partie de son destin en main. Et c'est bien cela qu'on ressent. Alors, d'un côté, on dit que c'est pratiquement impossible, de l'autre, on sent aussi qu'on peut faire quelque chose, qu'il y a des solutions à mettre en route. Donc, ces solutions, elles sont forcément mondiale, elle passe par tous les pays. Et donc, c'était un peu le sens. Si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on aura beaucoup de difficultés à un développement harmonieux de nos civilisations. Dans le cas contraire, ça aidera quand même. Il y a du 3 au 14 juin prochain, là, dans la semaine qui va arriver, un round de négociations préparatoires à la grande conférence annuelle de l'ONU sur la lutte contre le changement climatique. Conférence qui se tiendra à la fin de l'année à Varsovie. Les enjeux, là, sont lesquels de cette préparation de réunions en vue de Varsovie, Jean Jouzel? Nous sommes surtout dans l'optique de la réunion 2015, voilà, qui devrait se passer en France, et dont l'objectif sera de mettre sur pied, de finaliser un accord qui, à partir de 2020, c'est un peu compliqué, mais l'accord se mettrait en place à partir de 2020, engagerait tous les pays de la planète. Ça, c'était un résultat important de la dernière conférence. Donc, c'était à Durban. Cette dernière conférence, eh bien, y compris les Chinois, ont dit « Nous sommes d'accord à partir de 2020 pour nous engager vers un accord qui nous impliquerait, dans lequel nous pourrions avoir des contraintes. » Mais on est loin du compte. Il y a aussi un autre aspect, c'est que si rien n'est fait d'ici 2020 pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, clairement, nous n'atteindrons pas l'objectif d'un maintien du réchauffement en dessous de 2 degrés. Et donc, c'est aussi revoir l'ambition des accords. Mais vous êtes optimiste ou pas? Parce que vous avez noté que depuis quelque temps, chaque fois qu'on parle d'un sommet à Durban ou quel que soit dans quelques villes que ce soit sur la planète, c'est toujours vécu comme un échec. Oui, je les ai tous vécus depuis 2000. Voilà, j'ai vécu les 12 ou 13 dernières conférences des partis. Beaucoup d'enthousiasme jusqu'à Copenhague, beaucoup moins après, mais quand même des résultats. Par exemple, le fait que cette convention climat soit passée d'un objectif tout à fait qualitatif à un objectif chiffré. Disons, la convention climat, c'était on doit tout faire pour que le réchauffement climatique se stabilise, mais à partir de Copenhague et de Cancun après, c'est se stabilise à 2 degrés. Et ça, faire passer cet objectif, qualitatif, un objectif chiffré, a été un pas en avant énorme, auquel tous les pays ont adhéré, mais le problème, c'est que l'action n'est pas mise en route à la hauteur de ce qu'il faudrait pour atteindre cet objectif. C'est là la difficulté. Donc on vient vraiment à un véritable objectif politique. Je crois que la communauté scientifique a fait passer son message. Sylvain Kahn. Précisément, moi j'ai un peu l'impression que la communauté scientifique, tout en faisant passer ce message très important, échoue un peu à le faire passer davantage par sa difficulté à prendre en compte l'hétérogénéité des territoires et des sociétés. C'est-à-dire que, encore, Jean Jouzel, à l'instant, vous disiez que l'humanité doit reprendre son destin en main et que, disons... Des façons. C'est l'occasion de le faire, voilà. Mais quand on s'adresse, à l'humanité, en fait, on s'adresse à la fois à tout le monde et à personne. C'est-à-dire que à New York, vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission, eh bien sans doute que les Américains et les New-Yorkais ont la capacité, dans les 10 ou 20 ans qui viennent, de mettre en œuvre un certain chose qui vont leur permettre de s'adapter à l'augmentation du niveau de la mer. Dans le cas du Bangladesh, par exemple, il n'y a pas les mêmes possibilités ou les mêmes opportunités. Et donc, moi, ce qui me gêne un peu dans la manière dont le GIEC se fait entendre, et il se fait énormément entendre et fort heureusement, c'est cette impression que j'ai que vous ne prenez pas assez en compte, vous n'arrivez pas assez à différencier votre langage, votre message, pour l'adapter aux différentes communautés humaines et aux différents territoires. Et les grandes négociations qui ont lieu, les dernières, soit à Copenhague, soit à Durban et peut-être bientôt en France, butent aussi là-dessus. Et du coup, chaque État défend un peu ses frontières en disant « Ah ben non, nous on est souverain, donc on ne va pas se laisser imposer des choses ».
comment est-ce que la communauté scientifique, qui quand même depuis 20 ans maintenant a mis au jour le changement climatique, arrive à éventuellement adresser cette question-là? Bon, peut-être pas suffisamment, certainement. C'est vrai que, disons, quand on regarde la vulnérabilité, eh bien, malheureusement, il y en a qui ont la double peine. Disons, des pays qui ont très peu de possibilités de développement, soit le Bangladesh par rapport à l'élévation du niveau de la mer, mais aussi toute l'Afrique par rapport au réchauffement. Ils sont à la fois les plus vulnérables et aussi ceux qui ont le moins de possibilités de s'adapter au réchauffement climatique. Et il faut bien reconnaître aussi que pour certains pays, le manque de développement est lié déjà à un climat qui est assez limite, qui n'est pas favorable au développement. Quand on a des sécheresses à répétition dans le Sahel, évidemment, ça n'aide pas le développement. Oui, donc ceci il n'y a pas que le climat. Non, il n'y a pas que le climat, c'est un des éléments. Mais alors, les conséquences de la traite négrière sans quoi je défends les aspects développement prennent de plus en plus de place dans les négociations. Et par exemple, la France, clairement, veut aussi faire de cette conférence de 2015 un volet développement très important vers les pays, justement, émergents. Donc, peut-être que nous ne le faisons pas assez, mais dans l'esprit, il y a beaucoup de discussions sur le développement, sur les transferts de technologies, sur le fonds vert. Donc, comment les pays, développés, voire les pays émergents à certains points comme la Chine, peuvent aider les pays en voie de développement à passer ce cap, à s'adapter au réchauffement climatique. Il y a quand même les mécanismes, mais c'est pas assez ambitieux. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ces aspects développement soient complètement absents des négociations climatiques. Oui, mais est-ce que c'est seulement un problème d'aide? Parce que moi, encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas aussi convaincre les personnes concernées partout, sur tous les territoires? Je veux dire, après c'est pas parce qu'il y a des problèmes de sous-développement en Afrique que les communautés des différents pays d'Afrique, en particulier les communautés agricoles, ne sont pas à même de réfléchir elles-mêmes et de prendre en main leur propre développement, y compris en incorporant la contrainte du changement climatique. Je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi peut-être une communauté scientifique au sens large, y compris sur l'adaptation au réchauffement climatique, qui n'est pas assez développée. Et c'est peut-être là aussi qu'il faudrait faire un effort. On a du mal, par exemple, dans les rapports du GIEC, malgré toute on souhaiterait vraiment avoir beaucoup d'Africains présents et on a un peu de mal à avoir des Africains qui soient présents parce que la communauté n'est pas assez développée. Et c'est vrai que ça compte aussi parce que c'est plus important pour un pays africain que les choses soient dites par leur communauté scientifique que par les nôtres. Brice Couturier et Stéphane Rosès. Brice Couturier. On fait beaucoup autour de cette table comme si la communauté scientifique était unanime derrière le GIEC. Je voudrais signaler encore une fois que ce n'est pas le cas. Qu'il y a même des prix Nobel, par exemple je pense à quelqu'un comme Robert Loughlin, mais il y en a d'autres, qui nient les travaux du GIEC et qui pensent qu'ils sont largement exagérés. Il y avait quelqu'un qui m'intéressait beaucoup, et là je ne peux pas faire parler les morts, mais enfin c'était Marcel Leroux. Oui. Il était quand même directeur du laboratoire de climatologie, risque et environnement du CNRS. Or lui, il pensait que le réchauffement climatique était non seulement une fable, c'était l'expression qu'il employait, il disait que c'était une imposture scientifique que les prévisions du GIEC, mais surtout il faisait observer sur le plan anthropologique l'effet suivant. Chaque fois que la Terre a connu, depuis que nous connaissons une histoire humaine, un réchauffement, et il y en a eu d'autres avant le nôtre, beaucoup plus importants que celui que nous connaissons, chaque fois ça s'est traduit par un progrès dans l'évolution de l'humanité. Par exemple, il prenait le cas de l'optimum climatique holocène qui se produit entre 9000 et 6000 ans par rapport antérieurement à nos jours. À l'époque, le climat était 2 degrés supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Ça correspond avec l'essor des grandes civilisations. Si on prend également l'optimum climatique médiéval qui donc correspond en gros au XIIIe siècle, on voit aussi que ça correspond au XIIIe, XIVe siècle aux grandes découvertes, à un progrès formidable en tous les cas en Europe, en Chine, en Inde. Comme la sécheresse ou la famine en 1789 a provoqué la Révolution française. Ah, au contraire, 1789 se trouve exactement dans le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire qui, au contraire, si les récoltes ont été mauvaises, c'est que le froid a été très vif. Pendant tout le XVIIIe siècle, le froid a été très vif et c'est une des raisons qui explique la Révolution française. De la météo. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Il ne faut pas faire trop de raccourcis quand même entre le froid et la Révolution française. Non, certes pas, mais cette observation... raconté tout de même. Cette observation de Marcel Leroux, qu'est-ce que vous en faites? Après tout, le réchauffement correspond, on oublie aussi, c'est ce que disait Marcel Leroux, quand il y a réchauffement planétaire, il y a aussi davantage de pluie sur l'Afrique. Oui, donc alors différentes choses. Alors allez, Jean Jouzel. Deux réponses. D'abord, la part de vérité, c'est vrai que le développement de nos civilisations au sens large a quand même bien bénéficié de la sortie de la dernière période glaciaire. Donc, il y a 40 000 ans, c'était quand même pas si facile de vivre en France que maintenant. Donc oui, le réchauffement de la dernière période glaciaire a été vraiment très très favorable au développement de nos civilisations. Deuxième point qui est exact, oui, il y a eu des périodes dans le passé plus chaudes que la période actuelle. On cite l'exemple il y a 120 000 ans, la précédente période interglaciaire était plus chaude que l'actuelle. C'est vrai aussi pour le début
notre période chaude il y a à peu près 8000 ans. Tout cela, c'est lié à la position de la Terre sur son orbite terrestre, autour du Soleil. Et puis, il y a même eu des périodes beaucoup plus chaudes. Quand en fait, il y avait beaucoup plus de gaz carbonique, de 5 à 10 fois plus important. Mais c'était pas l'homme qui les émettait. Non, tout à fait. Donc tout cela, c'est exact. Il se fait que c'est plutôt il se fait que c'est mon domaine privilégié de recherche. Donc c'est ces choses, je peux parler des heures, c'est pas le problème. Donc Marcel Leroux a question là-dessus. Tout le problème, c'est une question de rythme. 3 degrés en moins d'un siècle, et là je ne parle même plus des générations futures, alors que la sortie de l'ère glaciaire, ça a été, disons, 5-6 degrés en 5 à 10 000 ans. Donc la vitesse du réchauffement vers lequel on va fait que nous ne pourrons pas nous y adapter facilement. Il y a une capacité d'adaptation, je me suis beaucoup impliqué dans le plan d'adaptation français, bien sûr qu'il y a une capacité d'adaptation, mais la signification de cet objectif de 2 degrés, c'est qu'on a l'espoir que si on maintient le réchauffement de 2 degrés, on pourra s'y adapter pour l'essentiel. Alors pas pour tout, pour l'élévation du niveau de la mer, mais c'est bien l'idée, donc j'accepte tout à fait une partie des arguments de Marcel Leroux. Le problème, c'est que nous rentrons dans un autre monde en termes de vitesse de changement climatique. Et on parle de nous, mais les animaux. On a pu voir aussi dans la revue Nature du 13 mai dernier que sans réduction de l'émission des gaz à effet de serre d'ici à 2080, un tiers des animaux, alors je lis ça, moi je n'ai aucune confirmation, je vous demande un tiers, un animal sur 3, et la moitié des végétaux seraient menacés par le réchauffement climatique. C'est une simulation publiée donc le 13 mai dernier dans la revue Nature Climate Change. Voilà, Jean Jouzel. Oui, c'est tout à fait exact. Le problème, tout est là dans cette rapidité du réchauffement climatique à échéance de quelques générations pour les animaux, encore moins pour les humains, à l'échéance de quelques décennies en tout cas, d'ici la fin du siècle. C'est pas loin, oui. Bien sûr. Et bien sûr, la biodiversité sera largement affectée. Elle est affectée par beaucoup d'autres raisons, mais en gros, ce qu'on retient c'est que toutes les autres difficultés, disons, on a d'autres problèmes environnementaux que le réchauffement climatique. En particulier, j'ai pas répondu mais le problème, c'est qu'on voit plutôt un réchauffement climatique au nord de l'Afrique causer plus de sécheresse que de pluie supplémentaires, parce que le contexte est différent. J'ai pas répondu à cela. Mais voilà, donc quand on regarde aussi bien les animaux, aussi bien les forêts, dont certaines sont vraiment mises à mal. Quand on parle, alors beaucoup plus proche de nous, les vignobles. Il y a eu aussi un très bel article. La moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du XXe siècle. Oui. Mais bon, il n'y a pas que le climat, mais le climat va exacerber tous les autres problèmes environnementaux, que ce soit la pollution, l'utilisation des sols, l'accès en eau dans certaines régions. Et tout cela, c'est le problème. Donc il ne faut pas prendre disons, c'est pour ça que je pense qu'on doit pour traiter les problèmes environnementaux, on doit prendre le problème du climat à la racine et non pas simplement s'adapter, mais lutter contre le réchauffement climatique. Stéphane Rosès. Oui, sur les temporalités de réchauffement climatique, Jean Jouzel, vous nous dites à quel point les temporalités se restreignent, mais quand même, à l'échelle humaine, ces questions-là sont sur le long terme. Et donc la question des évolutions de la société, quels que soient les pays, et sans doute on le voit au travers de la question de la transition énergétique en France, c'est un problème de temporalité entre des constats qui peuvent être faits, mais encore discutés sur qu'est-ce qu'il en est du réchauffement climatique, qui sont des constats quand même à l'échelle humaine de moyen et de long terme, et puis des nécessités, des urgences de court terme. Et là, les pays sont pris dans une tension entre des logiques économiques sous contrainte et des logiques possibles climatiques de long terme. Et dans cette difficulté, c'est sans doute peut-être une des difficultés d'appropriation des débats de la part du pays sur les questions de transition énergétique, c'est que du coup, les individus sont pris sous tension entre deux types de contraintes, et donc sous tension qui réavivent leur propre tension entre citoyens, salariés, n'est-ce pas, responsables des futures générations. Du coup, il y a un problème d'enclenchement. Il y a un problème d'enclenchement parce que la question peut-être de la transition énergétique, la question le plus importante, c'est peut-être plus dans le terme de transition qu'énergétique. Comment faire en sorte que les individus arrivent à sortir de leur tension entre une contrainte économique? Vous avez vu le texte récent des énergéticiens européens qui disent, portés en France notamment par Gérard Mestralem, mais par l'ensemble sans doute, qui disent attention, en Europe, nous avons un problème de compétitivité, nous avons un problème énergétique, nous allons perdre des parts de marché. Alors Jean Jouzel. Oui, je réponds alors sur 2 points. Temporalité, on a beaucoup de mal, effectivement. Moi, j'ai énormément de difficultés
disons, à faire saisir à l'auditeur que eh bien, ce que nous faisons au cours des 5-10 prochaines années va avoir une grande importance sur le climat de la deuxième partie du XXIe siècle. Ce problème de décalage dont on a déjà parlé entre les causes et les conséquences, les causes et puis les effets réels du réchauffement climatique est très difficile à faire comprendre. On a aussi du mal à faire comprendre, par exemple le rapport Stern l'a bien expliqué, que si on ne fait rien, on n'est pas gagnant. Donc il ne faut pas penser, disons en termes économiques, eh bien on est plutôt perdant si on ne fait rien contre le réchauffement climatique. Peut-être localement on peut espérer s'en tirer, mais globalement non. Je veux dire, l'action, elle est effectivement... Ensuite, le troisième point, c'est que la transition énergétique, eh bien cette transition, elle peut être aussi génératrice de développement économique, dans la mesure, et je reviens toujours sur un constat non pas de la communauté climatique, mais de la communauté énergétique, c'est-à-dire un constat de l'Agence internationale de l'énergie, qui, dans son rapport 2011, je crois, il y a 2 ans, disait clairement que, disons, il emboîtait le pas par rapport au diagnostic du GIEC, mais aussi disait clairement que si rien n'était fait d'ici 2017, disons, dans le domaine de l'électricité en particulier, eh bien, nous ne pourrions pas rester dans cet objectif de 2 degrés. Ça, ce sont les énergéticiens qui disent ça à l'Agence internationale à l'énergie, pas les climatologues. Et c'est important d'avoir aussi le diagnostic. Tout le problème est un problème de choix politique entre court terme et long terme. Et le problème, c'est que les politiques sont plutôt... Enfin, je pense que la politique, au sens noble du terme, devrait s'occuper du long terme, plus qu'elle ne le fait. Sylvain Kahn. Est-ce que, justement, vous n'avez pas le sentiment, face à ces difficultés de court terme et de long terme, que le GIEC ou que l'ensemble des gens qui, comme vous, s'occupent du changement climatique, y compris dans la Commission française dont vous parliez tout à l'heure, devraient être plus, on va dire, plus percutants et écouter davantage les arguments de ceux qui, je ne sais pas, je pense par exemple à le journaliste Hervé Kempf au Monde, ou aux gens qui, à Copenhague, disaient « change the system, not the climate ». Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt aller dans ce sens-là, en termes de discours politique, que dans le sens du discours qui est le vôtre? Oui, il faut admettre que c'est un autre mode de développement que de lutter. Bon, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est aller de façon volontariste, rapide, vers une société sobre en carbone. C'est un autre mode de développement qui est, disons, dont les règles sont assez orthogonales à celles qui sont en place actuellement dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est très clair. Donc on doit aller vers un autre mode de développement. Un vœu pieux, alors. Non, j'espère que non, parce que je crois que non. À un moment, les gens se rendront compte, malheureusement, il sera trop tard pour rester en dessous de 2 degrés, que cette lutte contre le réchauffement climatique, elle est indispensable. On ne peut pas y échapper. C'est un impératif, c'est pas un choix. C'est ça qui est un mauvais calcul, y compris économiquement. Ah oui, c'est pas un choix. Donc, alors, qui doit en prendre conscience le premier? Les pays. Bien sûr, les pays développés doivent le faire, mais des pays comme la Chine, disons, en prennent conscience actuellement. Il ne faut pas penser le contraire. Les États-Unis ont baissé leurs émissions de carbone depuis ces dernières années, ce qu'on dit rarement, grâce au gaz naturel, grâce au gaz de fracking, au gaz de schiste, parce que le gaz de schiste est beaucoup moins polluant que le charbon. Par contre, des pays comme l'Allemagne qui ont pris le risque de fermer leurs centrales nucléaires et qui se reconvertissent au charbon aujourd'hui polluent terriblement. Il faut savoir que l'Allemagne, aujourd'hui, par habitant, émet 2 fois plus de CO2 par habitant que la France, ce qui pose quand même problème. Donc, je veux dire, on voit bien qu'on est à un tournant, mais il n'est pas forcément bien pris. Alors, on arrive au bout de l'émission. J'ai le droit à une réponse. Si, pour Brice, je pense qu'il faut regarder ces 2 expériences à horizon 2020. Est-ce que le gaz de schiste sera encore la panacée en 2020? C'est pas sûr. Et je pense aussi qu'il ne faut pas croire que l'Allemagne n'atteindra pas son objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre et d'une vraie transition vers le renouvelable. C'est possible aussi à horizon 2020. Il faut bien voir cela. Donc je crois qu'il faut prendre un peu de recul sur ces 2 exemples. Des très courtes questions. Troisième exemple, vous avez évoqué, Jean Jouzel, tout à l'heure le rapport Stern, donc, qui a essayé de chiffrer le coût du changement climatique, en particulier au Royaume-Uni. Est-ce que ce rapport, dans ce pays-là, a eu des conséquences politiques et pratiques? Est-ce que ça a changé la vision des choses par l'ensemble des acteurs? Et surtout, est-ce que le plan climat mis en place au Royaume-Uni a pour vous des effets? Oui, d'abord, le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, comme la France, sont des pays qui affichent un certain volontarisme, comme l'Europe. Il y a tout le... Mais je pense que le rapport Stern a été intéressant au niveau mondial. C'était un tournant, parce que je crois qu'on n'entend plus maintenant les entreprises, on n'entend plus le même discours du côté des grandes entreprises. Les grandes entreprises, disons, emboîtent le pas. Elles disent il faut attendre, ou comme Gérard Mestralel l'a écrit dans cette chronique du Monde que vous avez citée, Stéphane. Mais personne ne remet en doute ce problème de nécessité d'aller vers une société sobre en carbone. Comment y aller, c'est un autre problème, mais je crois que le rapport Stern, disant clairement que ça coûtait plus cher de ne rien faire à long terme, a quand même un peu réveillé les esprits dans les grandes entreprises.
Une courte question, Stéphane Rosès. Oui, courte question. Il y a en ce moment un débat sur la transition énergétique mené par le gouvernement à la suite du président Hollande, Delphine Batho. Finalement, vous avez le sentiment que ce qui sera remis à la rentrée a permis de rapprocher les positions entre logique économique et environnementale ? Je l'espère, en tout cas, j'espère que nous irons vers que la France va mettre en route une transition énergétique qui lui permette d'atteindre ses objectifs. Vision par 4, horizon 2050, moins 20% en 2020 et moins 40% en 2030. Mais disons, on voit bien, le débat n'est pas simple. Nous avons eu un débat citoyen, nous avons eu les journées citoyennes samedi dernier. Nous avons vu quand même une très grande sensibilité disons des Français, je pense, on peut dire au sens large, vis-à-vis de cette transition énergétique, peut-être plus importante que nous ne le pensions nous-mêmes, qui sommes impliqués dans ce débat depuis quelques mois aux côtés de Delphine Batho. Dernière question, est-ce qu'elle se joue, cette transition énergétique, elle se joue au fond, sur tous les plans? C'est une sorte d'économie à la fois domestique et industrielle, ou est-ce qu'il y a des priorités? C'est quoi? C'est le geste vraiment de chacun a priori, ou c'est plus important que ça, entre guillemets? Je crois que pour réussir une transition énergétique, il faut à la fois... les petits gestes ne sont pas du tout négligeables. Il faut que chacun de nous adhère, mais il faut aussi des vraies décisions politiques au niveau français, au niveau européen. Il faut des règles, il faut aussi l'implication, par exemple... Je crois que le fait que certains citoyens, à travers des organisations, soient très volontaristes, joue également. Mais il faut aussi de l'innovation, il faut aussi de la recherche, il faut aussi entraîner les grandes entreprises. Et c'est tout cela qui fera la réussite. On ne peut pas faire, c'est toutes ces composantes qui doivent, disons, partir vers cette transition énergétique et aussi, bien sûr, une véritable décision politique, parce que c'est une décision à long terme qui n'est pas facile, mais qui, pour moi, est nécessaire. Et je l'ai dit, indispensable. Pas facile, pourquoi? Parce qu'elle ne rapporte pas de voix, a priori? Oui, elle ne rapporte pas de voix à court terme. Et donc, le temps politique, je pense que Stéphane Rosès le sait, n'est pas le temps du long terme, de la décennie et des quelques décennies prochaines. Mais j'espère que nous irons vers cette transition énergétique. Et je crois que, cet objectif de la France de division par 4, horizon 2050, doit rester inscrit de façon très forte dans notre développement. Et je rappelle simplement que pour 70%, l'augmentation de l'effet de serre chaque année est liée à notre utilisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel, aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle mondiale. Merci Jean Jouzel d'avoir accepté notre invitation au matin. Et puis je rappelle donc que vous participerez, c'est dans quelques jours, au ce fameux round de négociations préparatoires à la grande conférence annuelle de l'ONU sur la lutte contre le changement climatique, celle qui se tiendra donc à Varsovie jusqu'au 14, et vous y serez. Et puis donc bien sûr on attend. Quand est-ce qu'on sait si la France on le sera officiellement à Varsovie, justement. Ce sera à Varsovie. Normalement c'est très bien parti. Voilà, elle sera donc en 2015 organisatrice de la conférence donc de l'ONU sur le climat. Merci. Merci à vous tous.